C'est une histoire d'amour adolescente qui aurait tourné au drame. Ce couple a été vu il y a seulement quelques semaines, prêt pour le bal de promo. Que s'est-il passé la nuit dernière? Mais maintenant, le petit ami est en garde à vue, accusé du meurtre de sa petite amie. Et comme vous pouvez le voir lors de son transfert sous escorte sur les images de WTAE TV, il n'est pas le seul à être inculpé dans cette affaire. Regrettes-tu d'avoir aidé? Des actes tordus et choquants que, selon la police, sa mère aurait commis lorsqu'elle a découvert que son fils était un potentiel meurtrier. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Je veux que vous imaginiez un instant être parent et découvrir que votre enfant a commis un crime, qui signifie potentiellement que vous ne le reverrez jamais en dehors d'une prison. C'est une situation que personne ne souhaiterait à qui que ce soit. Personne ne voudrait jamais se retrouver dans cette position. Parce que la bonne chose à faire, si vous êtes dans cette situation, c'est la chose la plus difficile qu'un parent puisse faire. Dénoncer son propre enfant. Et ce n'est pas ce que la police de Pennsylvanie dit que cette mère a fait. Pourquoi avez-vous aidé votre fils à dissimuler un meurtre? Je ne l'ai pas fait. Voici Rachel Moser se couvrant le visage alors qu'elle est conduite en prison dans l'ouest de la Pennsylvanie, selon WTAE. Et lorsqu'elle arrive à la voiture de police, on dirait qu'elle fait un aveu choquant qui pourrait être extrêmement accablant pour l'affaire de son fils. Je vais vous montrer cela dans un instant, mais je veux d'abord parler de son fils, Royce Moser, 18 ans. Il y a seulement quelques semaines, Royce est allé au bal de promo. Le voici avec sa cavalière, sa petite amie, la fille qu'il couvrait d'éloges sur les réseaux sociaux, Caroline Hines, 18 ans. Caroline avait beaucoup de choses pour elle. C'était une étoile montante du football universitaire. Son nom figure sur la liste de l'équipe de la Pennsylvania Western University à California, en Pennsylvanie, qui se trouve à environ 1 heure au sud de Pittsburgh. Royce et Caroline semblaient inséparables, d'après ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Caroline gardait le pseudo Instagram de Royce sur son profil pour que les gens sachent qu'ils étaient ensemble. Il y a seulement 13 semaines, pour l'anniversaire de Royce, elle a écrit, je cite, « C'est si facile de te célébrer. Je t'aime. » Mais l'amour peut changer rapidement quand on a 18 ans. Caroline allait à l'université, et être une athlète à l'université, ce n'est pas facile. D'après les informations, Royce n'allait pas dans la même école que Caroline. L'université aussi, pour tous ceux qui ont déjà eu une relation au lycée, ça peut être ce moment décisif. Les gens passent à autre chose, les gens prennent des chemins différents. Et on ne sait pas si c'est là où en était cette relation. Mais quelque chose, selon la police, tournait mal. Donc je veux revenir sur ce qui s'est passé le jeudi 20 août, tôt le matin. La police dit que Royce et Caroline sont allés à une fête de famille. Ensuite, il semble que ce soit le moment d'avoir une conversation à cœur ouvert, dans sa voiture, devant la maison. Tard la nuit dernière, après une fête de famille, elle et son petit ami se retrouvent ensemble. C'est un jeune couple qui parle de la façon dont les relations peuvent continuer, peut-être dans un cadre universitaire, et à un moment donné, la conversation prend probablement une mauvaise tournure. Nous avons la plainte pénale dans cette affaire. Et la police dit que Royce et Caroline ont cette conversation devant la maison du père de Royce, et que la conversation, d'une certaine manière, tourne mal. Et Royce aurait dit à Caroline, lorsqu'elle dit quelque chose qui ne lui plaît pas, « J'ai quelque chose pour toi ». La police dit que Royce est ensuite entré dans la maison, a pris un grand couteau de cuisine, puis est ressorti et aurait poignardé Caroline Hines dans la poitrine. La police dit que Caroline est alors tombée de la voiture et s'est retrouvée au sol. Royce, ce garçon de 18 ans, enfin c'est un homme puisqu'il est légalement adulte, non? Il venait soi-disant de tuer sa petite amie, mais il n'appelle pas le 911. Il ne rentre pas chez lui pour dire aux gens ce qu'il a fait. À ce moment-là, la police dit qu'il prend le corps de Caroline, l'aurait mise dans le coffre de sa voiture. Ensuite, il aurait appelé sa mère. C'est là que Rachel Moser entre en jeu, qui est la mère de Royce. Selon la plainte pénale, Royce appelle sa mère après avoir prétendument tué Caroline et lui demande de le rejoindre pour l'aider à déposer une voiture à l'école que fréquente Caroline. Citation. Il lui a alors avoué qu'il avait poignardé la victime avec un grand couteau provenant de sa maison. Il a ensuite mis la victime dans le coffre du véhicule et avait besoin qu'elle le ramène. Maintenant, selon la plainte pénale, Rachel Moser aurait dit à son fils de venir chez elle, située à Billsville, en Pennsylvanie. Royce a dit à la police que sa mère aurait dit à son fils de mettre la voiture dans le garage et qu'elle l'aiderait à nettoyer la voiture avec un spray désinfectant. Et elle lui aurait même donné des gants en latex. Rachel aurait eu beaucoup plus à dire aux forces de l'ordre et aux médias également, ce dont nous allons justement parler. Mais je veux expliquer comment la police a découvert cette affaire. Regardons cela de leur point de vue. Donc, Caroline a commencé la soirée chez sa famille.
Et selon la plainte pénale, son père dit à la police qu'elle quitte la maison vers 21h30. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire si vous allez faire un saut chez Target, puis qu'elle retournerait au dortoir. Et elle finit par passer à la maison où vit Royce, c'est-à-dire chez son père, où cette fête avait apparemment lieu. La police affirme qu'ils finissent par avoir une conversation à cœur ouvert. Et c'est là que les deux entament cette discussion. Ça aurait mal tourné. Royce poignarde Caroline à mort. Donc, le père de Caroline connaissait l'emplacement de sa fille parce qu'elle avait un Apple AirTag sur elle. Donc, il pouvait voir. Donc, vers minuit, son père a vu qu'elle se trouvait au 100 de la rue Woods, à California, en Pennsylvanie. Et c'est l'adresse de la bibliothèque municipale. La police dit que le père de Caroline n'a pas pu joindre sa fille. Alors, il a appelé la police, qui a ensuite fait la découverte de Caroline à l'intérieur de sa voiture, dans le coffre arrière. Et cela s'est passé vers 2 heures du matin. Maintenant, on se demande à quel point les Moser, Royce et Rachel, si tout cela est vrai, ont vraiment réfléchi à tout ça. Ont-ils pensé au fait que Caroline pouvait potentiellement avoir un AirTag sur elle? Et on se demande aussi s'ils ont pensé aux images de vidéosurveillance dans la zone. La police dit que lorsqu'ils ont visionné les images, ils ont vu Royce conduire la voiture de Caroline. Et ils ont aussi remarqué que Royce suivait un véhicule. Et c'était une voiture conduite par sa mère. Et ce véhicule était également immatriculé au nom de sa mère. Et en regardant cette vidéo, ils peuvent voir que tous les deux portent des gants en latex bleu. Donc voilà. Comme nous l'avons dit au début, il s'agit de se mettre à la place de Rachel Moser. Et tu te demandes, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Et cette mère n'a pas fait, si tout cela est vrai, ce qu'il fallait faire. Au lieu de cela, elle aurait essayé d'aider son fils à dissimuler un meurtre. La police dit qu'après que Rachel et Royce aient quitté le véhicule à la bibliothèque, ils sont retournés chez Rachel, qui se trouve à environ 15 minutes de là. Et quand ils arrivent à la maison, Royce aurait dit que sa mère lui a dit de prendre un bain et une douche et de se changer. Et elle aurait pris le couteau, l'arme du crime, et l'aurait mis à la poubelle. D'ailleurs, la police a cette arme du crime. Et ils disent aussi qu'elle a jeté les vêtements de Royce. Maintenant, je ne sais pas à quel point les Moser pensaient être discrets dans cette affaire, mais la police était sur leur piste, parce qu'elle avait la vidéo de surveillance. Et en quelques heures, ils ont tous les deux été amenés pour être interrogés, et ils ont été placés en état d'arrestation. Voici les images de Rachel, escortée par la police, selon WTAE. Et je veux que vous écoutiez ce qu'il semble qu'elle dit aux membres des médias lorsqu'on lui demande pourquoi elle aurait fait cela. Dites-nous pourquoi vous êtes désolé. Maintenant, cela est incroyablement accablant pour l'affaire de son fils. Peu importe la direction que cela prendra à partir d'ici. Dans la plainte pénale, Rachel aurait déclaré aux enquêteurs que son fils lui avait dit qu'il avait des démons qui lui disaient de faire du mal à Caroline. Il aurait également déclaré qu'il ne savait pas si elle était morte ou vivante. Et à aucun moment, cette mère n'a appelé la police, non seulement à propos de son fils, mais même s'il y avait une chance que Caroline soit encore en vie. Maintenant, en ce qui concerne Royce Moser, voici les images de WTAE de son transfert sous escorte. Et vous pouvez voir qu'il était très stoïque lorsqu'il a été emmené dans la voiture de police pour être conduit en prison. Sa défense pourrait potentiellement être liée à la santé mentale, car il a dit à la police que, lors de cette conversation à cœur ouvert avec Caroline, quand elle a dit quelque chose qui ne lui plaisait pas, je cite, « Des démons ont pris le dessus ». Nous verrons comment cela sera pris en compte dans son affaire à l'avenir. Car il fait face à des accusations très graves, notamment homicide,
atteinte à l'intégrité d'un cadavre, altération de preuves matérielles et entrave à l'action des forces de l'ordre. Quant à sa mère, Rachel Moser, elle est accusée d'avoir entravé l'arrestation d'un fugitif, d'altération de preuves et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, ainsi que de quelques autres chefs d'accusation. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle portait ses gants en latex bleu d'ailleurs, elle aurait déclaré aux enquêteurs qu'elle nettoyait des excréments de chiens auparavant et qu'elle avait décidé de garder les gants. Pour parler de cette enquête, nous accueillons maintenant avec l'ancien détective du NYPD, David Sarny. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Rachel Moser, la mère. Et que pensez-vous de cela? Je veux dire, c'est clairement une preuve accablante que les forces de l'ordre pensent avoir contre elle, qu'elle a aidé son fils à essayer, prétendument, de dissimuler le meurtre de cette jeune femme. Mais quand on regarde ce dont elle est spécifiquement accusée, comment cela... C'est évident que ça nuit à l'enquête, mais concrètement, quel est le préjudice qu'elle cause si tout cela est vrai? Eh bien, merci de m'avoir invité. Je pense que le préjudice réside principalement dans l'acte lui-même. Une fois que vous avez pris en charge cette affaire, ils ont agi relativement rapidement à ce sujet. C'était une bonne chose, parce que la scène initiale du crime, malheureusement, ou l'endroit où le crime a eu lieu, se trouvait à l'intérieur du véhicule. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont essayé de nettoyer le véhicule, parce qu'apparemment, quand ils ont trouvé le corps, les agents ont dit qu'elle avait de l'herbe sur elle, donc ils n'ont pas nettoyé le corps. Ils ont essayé de nettoyer tout ce qu'ils pouvaient. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien trouver, parce que c'est le propre des indices matériels. C'était un parent qui pense faire ce qu'il faut pour son enfant. Et en réalité, votre fils vient de poignarder à mort sa petite amie depuis 4 mois, au fait. 4 mois. Et vous pensez que c'est normal d'essayer de couvrir tout ça. Vous ne pouvez pas. Vous savez, imaginez, si les rôles étaient inversés et quel était le parent, pourriez-vous faire ça? Je ne vois pas ça arriver. Les dégâts. Eh bien, tout ce que vous faites maintenant, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous allez maintenant aller à cette résidence et ensuite, vous allez aussi exécuter un mandat de perquisition à son domicile pour voir ce qui a été jeté. Les déclarations faites par le fils sont assez accablantes parce que je pense qu'elle a essayé d'éviter d'admettre qu'elle avait fait quoi que ce soit. Mais vous savez, c'est là que l'histoire de la prévenue dans cette affaire, de l'auteur dans cette affaire. Vous savez, ils vont essayer de reconstituer tout ça. Et vous savez, ce n'est pas si accablant. Ça a été déplacé relativement rapidement. Rapidement. Si vous pouviez dire que cela s'est produit après quelques jours sur les lieux, il aurait peut-être été plus difficile de faire quoi que ce soit si cela s'était produit. Ce que je ne comprends pas, et vous savez, c'est certainement une bonne chose si ce qui est allégué ici est vrai, qu'ils aient été attrapés et qu'ils vont sans aucun doute faire face à la justice. C'est que la voiture où ils trouvent le corps de cette jeune femme se trouve devant la bibliothèque de l'école. Il semble simplement que c'est un endroit très public où ils sont, vous savez, en train d'essayer littéralement de s'en laver littéralement les mains après ce qu'ils venaient soi-disant de faire. Et pourtant, le véhicule finit par être laissé dans un endroit très public où la police va pouvoir le retrouver. Il y a des caméras, il y a de la surveillance. Cela joue un rôle clé. En lisant la plainte pénale, on ne comprenait tout simplement pas vraiment pourquoi. Et comme beaucoup de choses que font les criminels n'ont pas de sens, je n'essaie pas, vous savez, de les aider à s'en tirer après avoir commis un meurtre. Mais c'est juste que je ne comprends pas comment cette tentative de tout dissimuler est censée fonctionner. Et puis ça se termine avec une voiture, laissée juste à côté d'un établissement scolaire. Oui, ces choses-là ne sont jamais réfléchies. Vous savez, je parle toujours des incidents. Il y a l'incident lui-même, qui est le coup de couteau. Ça ne semble pas particulièrement planifié, comme si c'était un événement. Il semble que ça se soit produit à ce moment-là, d'après ce qu'il a dit. Il a quitté la voiture, a dit j'ai quelque chose pour toi, est entré à l'intérieur, a pris un couteau de cuisine et l'a poignardé. En général, tout le monde a un plan pour son incident, mais c'est après l'événement, après l'incident, que les gens échouent dans l'idée d'essayer de s'échapper, d'essayer de cacher le corps. Il est impossible de faire disparaître un corps, vous savez, il est très difficile de faire disparaître un corps, étant donné la nature de sa relation. Je ne sais pas s'il connaissait les parents, s'il avait entendu parler des parents de la fille, car il semble être très consciencieux. C'est la raison pour laquelle ils font ce que les parents font aujourd'hui. Ils suivent la localisation de son téléphone. Ils ont un AirTag dans le véhicule. Donc, ils veulent s'assurer qu'elle est en sécurité parce que, encore une fois, c'est sa première année à l'université. Elle va devenir joueuse de football. Elle est loin de la maison. Ils veulent juste savoir où elle est. Et c'est vraiment ce à quoi ça se résume. L'enquête initiale commence très rapidement. Je crois qu'ils ont commencé vers 12h15 pour vérifier qu'elle allait bien. Et c'est à ce moment-là qu'ils savent que la voiture est là-bas. Et l'auteur dans cette affaire et la mère, ils ne savent pas quoi faire. Ils pensent que si on la met là, il ne se passera rien du tout. Mais ici, on ne parle pas de cerveau criminel. On ne parle pas de vrais méchants dans cette histoire. Ce sont des auteurs d'un crime, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi à tout ça. Et je ne pense pas que tout cela ait été réfléchi. Ils se sont juste dit que la meilleure chose à faire, c'était de nettoyer un peu, puis d'aller déposer la voiture là où elle va à l'école. Tout le monde saura ce qui s'est passé. Je veux dire, ce n'est pas si compliqué.
Les empreintes de pas allaient être trouvées de toute façon. On peut remonter directement jusqu'à la scène. Et en regardant certaines choses, en lisant simplement la plainte pénale ici. Donc il y a Royce Moser. Il appelle sa mère, Rachel. Tu sais, il va chez elle et, tu sais, il espérait pouvoir utiliser un spray désinfectant pour nettoyer la voiture. Elle lui a alors donné des gants en latex et lui a dit de suivre le véhicule en direction de l'université. Ils ont laissé le véhicule sur le parking, sont montés dans la voiture et sont partis. Quand il est revenu chez sa mère, et c'est là qu'ils finissent par être arrêtés, ou du moins amenés pour être interrogés, elle lui a fait prendre un bain, puis une douche, puis lui a dit de changer de vêtements. Elle a pris le couteau, que les forces de l'ordre ont récupéré, et ils l'ont mis dans un sac poubelle qu'ils ont déposé à l'extérieur de la maison. Ensuite, elle a mis ses vêtements dans la machine à laver. Je pense que dans un épisode de New York Police Judiciaire, ce seraient probablement les grandes lignes sur la façon de nettoyer après quelque chose comme ça. Mais en réalité, à quel point des preuves sont-elles réellement altérées par ce qu'on vient de décrire dans la plainte pénale? Il peut y avoir des dégâts avec l'eau et tout ça, mais il faut se rappeler qu'il y a des traces matérielles. Vous savez, on peut toujours trouver du sang. Vous savez, tout dépend de la façon dont il nettoie. Encore une fois, ce n'est pas, vous voyez, on pense à cette idée de référence. Ce n'est pas Pulp Fiction. Ce n'est pas Monsieur Wolf qui essaye de se débarrasser du corps. Ils n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup de temps pour le faire. Et c'est ça qu'on en parle et vous savez, ça paraît un peu sombré et horrible, mais retirer un corps et faire en sorte qu'un appartement ou un lieu soit débarrassé de toute preuve, c'est très difficile à faire parce que ça finira par être découvert. La vérité finit toujours par éclater. Et je dis toujours que, vous savez, le véhicule lui-même, elle est à l'arrière du véhicule. Elle avait attrapé, ils n'ont pas nettoyé le corps. Je ne sais pas à quel point ils ont bien nettoyé cette voiture. Et en plus de ça, on peut encore remonter la piste. Il va y avoir des preuves disponibles. Et c'est ça le problème. Et vous savez, ces déclarations aident à établir cette chronologie pour voir où se trouvaient ces objets, la maison. Donc, il est retourné chez sa mère pour s'en occuper. Vous allez demander un mandat de perquisition pour la maison. Vous allez regarder, vous savez, la machine à laver. Y a-t-il des traces matérielles laissées dans cette machine à laver? À quel point a-t-elle été lavée? Vous savez, c'est ça le problème. Il y a certaines choses, comme l'ammoniac et tout ça, que vous pouvez essayer. Mais encore une fois, la vérité finira par éclater parce que, vous savez, c'est ça le truc. Ils ont essayé de cacher quelque chose qui était un acte odieux et ça ne va pas marcher. Ça n'a pas été bien fait parce qu'ils ne sont pas doués pour ça. Et ça, c'est un point positif pour les enquêteurs. Ils ne sont pas doués dans ce qu'ils font. Non, non, c'est juste que, vous savez, et souvent quand on parle de ces affaires, on ne parle pas, vous savez, d'un criminel de haut niveau. Et je pense qu'une personne capable de dissimuler meurtre après meurtre existe réellement. Je ne sais pas si cette personne existe en dehors des films. Certainement pas dans cette situation parce que, comme l'AirTag, il ne semblait pas préparé à ça ou n'y avait pas réfléchi. L'idée, je veux dire, vous êtes dans une zone où il va y avoir des caméras de surveillance, vous savez, ça n'a pas vraiment été réfléchi. Vous savez, et c'est juste, vous savez, et je veux aussi dire que la famille de Caroline Heinz, on voit bien, elle part à l'université, elle a déjà accompli tellement de choses, elle est joueuse de football. Vous savez, ils allaient l'appeler quand elle rentrerait. Vous savez, on devient ému en y pensant en tant que parent. C'était comme s'ils faisaient tout, juste pour s'assurer qu'elle allait bien le premier jour d'école. Et il semble aussi, d'après ce que disent les policiers d'État, qu'elle était sur le point de laisser tomber ce gars. On dirait simplement qu'il n'allait pas dans la même direction dans la vie. Et bien sûr, quand on regarde de quoi il est accusé et sa famille, ça en dit long sur la qualité de la personne, si tout cela est vrai. En ce qui concerne sa défense, parce que les forces de l'ordre ont dit qu'ils étaient devant une maison après une sorte de fête de famille chez son père, et ils finissent, vous savez, par avoir... Ils ont laissé entendre qu'une rupture allait probablement avoir lieu, parce qu'elle allait à l'université, et c'est ce qui arrive, non? C'est souvent un tournant dans les relations quand les gens partent à l'école. On est tous passés par là. Mais maintenant, il dit que des démons lui disaient de le faire. Et il semble qu'une sorte de défense, fondée sur la santé mentale, se met en place. On verra si son avocat de la défense va aller dans cette direction. Comment faites-vous la part des choses, d'un côté, et cela pourrait se jouer au tribunal, entre le mobile de la colère, parce qu'elle veut peut-être rompre avec lui et que leur relation bat de l'aile, et puis il y a aussi ce côté, eh bien, les démons me disaient de faire du mal, vous savez, de faire du mal à ma petite amie. Mais il dit aussi, j'ai quelque chose pour toi. Et il quitte le véhicule. Parlez de ça et vous allez parler de la défense. Vous savez, ça va être réfuté, je vous le garantis, par le procureur, à moins qu'il puisse montrer de véritables antécédents psychiatriques chez ce gamin. Et je ne pense pas qu'il y en ait un. C'est simplement appeler les choses par leur nom. Il est allé réaliser qu'il est sorti du véhicule. Il a dit, j'ai quelque chose pour toi. Il sort du véhicule, va à la maison chez son père, va à la cuisine, prend un couteau. Ce n'est pas comme si, vous savez, il ressortait ensuite pour la poignarder. Je suppose qu'elle est du côté conducteur. Je suppose qu'elle a conduit jusque-là.
Et il y aura probablement une trace qu'elle lui a dit qu'elle allait être là-bas. Il y aura aussi des messages textes. De toute façon, vous allez revenir sur l'historique de leur relation. J'ai parlé au père, vous allez parler à la famille. Et encore une fois, la famille, je ne peux pas imaginer recevoir cet appel et apprendre que votre fille est morte, poignardée à mort. Et vous savez, c'est la seule fois où elle sort comme ça. Et on voit bien que c'est une tragédie dans ce sens-là. Et essayer de rejeter la faute sur des démons, ça ne va convaincre personne. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher, parce que ce n'est pas comme s'il avait vu rouge et qu'il avait juste agi. Il a en fait eu le temps de réfléchir, de sortir de la voiture, de prendre le couteau, d'entrer là-dedans et de la poignarder. Elle tombe de la voiture et il la remet dedans. Il la remet, en quelque sorte, il la jette à l'arrière de la voiture. Donc, c'est pas quelqu'un qui est pas capable de comprendre ce qu'il a fait, parce qu'en plus de ça, il a impliqué sa mère en allant chez elle et en lui demandant de l'aider à nettoyer. Eh bien, et je sais que la défense fondée sur le crime passionnel, on va en entendre parler. Et c'est vraiment difficile à prouver. Mais il y a des exemples où quelqu'un est tellement en colère sur le moment qu'il n'avait plus le contrôle de ce qu'il faisait. Comme le fait qu'il soit sorti de la voiture, qu'il soit entré dans la maison pour prendre un couteau de cuisine, puis qu'il soit ressorti. Pour moi, ça discréditerait complètement toute tentative d'utiliser cette défense. Ouais, et il a conduit la voiture. Il a conduit la voiture dans laquelle la victime était arrivée. La victime l'a conduite et il est assis dans son sang. C'est ça le truc. Il est assis dans son sang et il a conduit jusqu'à sa maison, puis jusqu'à chez lui, chez sa mère. Donc, je te garantis qu'il y en avait. Et c'était tard le soir. Donc, je te garantis qu'il y a eu des communications téléphoniques qui vont retrouver, des appels comme ça. Tu vas avoir à gérer les localisations des antennes relais et tout ça. Il pourrait y avoir des messages textes, qui sait. Mais ça ne va pas marcher parce que s'il y a des communications après et qu'ils peuvent montrer cette communication entre la mère et lui pendant qu'il se rend sur les lieux, qu'il va chez elle pour nettoyer, il n'y a pas de crime passionnel là-dedans. Le crime passionnel, c'est ce à quoi tu penses. C'est-à-dire que sur le moment, tu attrapes quelqu'un ou tout à coup, il y a un couteau juste là et tu le poignardes. Il a réfléchi avant d'aller chercher ce couteau. Et sa déclaration, ce qu'il dit aux policiers lors de cet interrogatoire, scelle vraiment l'affaire. J'ai quelque chose pour toi. C'est pas quelque chose que tu dirais si, tu sais, parce qu'ils sont en train de rompre probablement. J'ai quelque chose pour toi. C'est pas ce que tu fais. C'est ça, c'est l'intention de causer la mort. Et c'est pour ça qu'il y a l'accusation d'homicide. Maintenant que tu les as tous les deux, tu sais, est-ce que est-ce que c'est une situation où ils sont évidemment inculpés séparément, mais d'une certaine manière, ils sont aussi les pires témoins l'un pour l'autre? C'est un adulte, c'est une adulte. Comment fais-tu si tu es un détective et il semble qu'ils aient déjà tout ce dont ils ont besoin à l'intérieur, tu sais, dans les 24 à 48 premières heures après les faits? Même s'il y a cette relation très personnelle, comment peux-tu, en tant que détective, utiliser l'un contre l'autre pour t'assurer d'obtenir des condamnations au plus haut niveau? Ou même, as-tu vraiment besoin de faire ça à ce stade, compte tenu de tout ce qu'ils semblent avoir? Eh bien, ils ont des déclarations comme preuve, mais il faut corroborer ces déclarations. Parce que même si tu fais des déclarations, tu dois les appuyer par des preuves. Et l'une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est la présentation du suspect à la presse. La présentation du suspect à la presse est probablement l'une des meilleures choses que nous ayons toujours utilisées. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est une présentation du suspect à la presse. Nous les amenons, nous faisons sortir le coupable, et ce sont les journalistes qui posent des questions. Pas besoin de lire les droits Miranda. Et s'il y a une déclaration spontanée, comme ça a été le cas avec la mère, je suis désolé, vous savez, mon fils a ôté la vie à quelqu'un, ce genre de choses. C'est important pour nous, je prends. Je vais vous dire, j'aimais bien quand on le faisait avant. On avait l'habitude, vous savez, on organisait ça pour qu'ils puissent les obtenir quand ils venaient s'installer. Et si vous l'obtenez dans une déclaration spontanée, c'est utile. Et dans ce cas avec la mère, elle sait. Elle sait que son fils a tué quelqu'un. Donc elle ne peut pas dire qu'elle ne savait vraiment pas. Parce que je crois qu'elle a dit qu'il n'était pas sûr qu'elle soit morte ou vivante. Elle savait. Elle savait ce qui s'était passé. Parce qu'à un moment donné, s'il nettoyait cette voiture, elle était près de cette voiture avec cette fille dedans. Et elle est tout aussi coupable du crime, mais malheureusement, elle n'a pas commis le meurtre. Par conséquent, elle ne sera poursuivie que pour altération de preuves à New York ou dans l'État de New York. C'est un délit mineur, atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Je pense que c'est un crime de niveau E, encore une fois. C'est un crime de moindre gravité, mais l'accusation de meurtre va rester. À ton avis, jusqu'où ta mère ira-t-elle pour le dénoncer? Elle ne l'a pas dénoncé quand c'est arrivé. Et elle a menti dans ses déclarations. Son fils a été plus franc qu'elle. Et dire qu'il avait un problème, que des démons lui ont dit de le faire, ce ne serait pas une très bonne déclaration. Parce que les déclarations faites aux policiers d'État étaient assez accablantes pour lui. Il avait l'air très lucide, il semblait, vous savez, il était lucide, il n'était pas confus, il paraissait très lucide dans ses déclarations. Et je vais supposer qu'elles sont aussi enregistrées en vidéo. Je ne sais pas comment c'est en Pennsylvanie, mais dans la plupart des États américains, elles sont enregistrées. Donc, on verra ce qui va en ressortir. Oui, c'est intéressant parce que, avec les présentations de suspects aux médias, la Pennsylvanie le fait parce qu'on n'a pas accès à la salle d'audience avec des caméras. Je n'avais jamais vraiment pensé à ça comme un outil pour les forces de l'ordre aussi. Parce que quand on travaille dans les médias, tu sais, c'est vraiment ta seule occasion d'obtenir des images vidéo d'une personne.
Ce qui, bien sûr, raconte déjà une grande partie de l'histoire. Juste Rachel Moser qui se cache le visage, son fils très stoïque pendant sa présentation aux médias. Mais cette déclaration va jouer un rôle clé. Si tu es l'avocat de la défense de Royce Moser, tu es probablement, et je ne sais pas s'ils ont, tu sais, déjà trouvé leur avocat pour la suite. Mais tu dois sûrement te prendre la tête un peu, parce que tu vas devoir gérer ça, même si les preuves sont vraiment solides. À quelle fréquence dans ta carrière, parce qu'on a vu quelques cas comme ça maintenant où des tueurs présumés contactent leur mère ou un parent, comme on en a eu un plus tôt cette semaine, Jake Begani de la région de Dallas, qui est accusé d'avoir tué sa femme dont il était séparé. Il appelle sa mère, et c'est sa mère qui contacte les forces de l'ordre pour dire «Hé, il se passe vraiment quelque chose de grave dans cette maison». Et pour elle, vous savez, je ne pense pas qu'aucun parent puisse imaginer se retrouver dans ce genre de situation, devoir prendre une telle décision. Mais il semble qu'elle ait fait le bon choix. Dans ce cas, c'est tout le contraire. Dans votre carrière, à quelle fréquence diriez-vous que vous voyez des parents prendre des décisions comme Rachel Moser l'aurait fait? Nous avons eu ce genre de cas avec des vols. Quand une vidéo de l'incident est diffusée et que je reconnais la personne qui l'a commis, nous recevons des appels. Ou parfois le parent amène carrément l'enfant lui-même. Ça dépend du parent. Ça dépend de la façon dont le parent réagit. Est-ce qu'on a des enfants qui disent à leurs parents qu'ils ont commis des crimes? Oui, ça arrive. Très souvent, ils ne diront rien parce qu'il faut qu'on prouve qu'il y a eu une certaine forme de coopération de leur part. Parce que, vous savez, quand on a des auteurs qui quittent l'État, ils ont forcément dit à quelqu'un qu'ils partaient, ou ils ont dit à un membre de leur famille: «Hé, je dois partir, je dois couper avec ce qui s'est passé, j'ai fait ça». Nous aimerions que les familles participent parce que la réalité, c'est que les victimes ont besoin de justice. Les victimes ont besoin d'obtenir un certain apaisement. Les victimes doivent faire face à cela. Je comprends la relation que vous avez avec votre fils, votre fille, peu importe, mais s'ils commettent un crime, s'ils commettent un meurtre, il ne faut pas euh, faire quelque chose pour rectifier la situation en le dénonçant. Vous êtes tout aussi coupable parce que maintenant vous savez, et on le voit maintenant, elle est extrêmement coupable dans toute cette affaire. Nous ne voulons pas voir ça. Vous savez, je comprends la dynamique familiale. Je comprends cela. Je suppose qu'ils sont divorcés et qu'il est allé chez sa mère, mais il était chez son père quand cela s'est produit. Donc je ne sais pas si le père était à la maison. Apparemment, il y avait une fête plus tôt. Donc je ne sais pas comment tout cela s'est passé. Et je ne sais pas comment l'incident a pu se produire sans que personne ne l'entende dans cette maison. C'est une zone résidentielle. C'est dans la voiture, mais à un moment donné, quelque chose a dû se passer. Je ne sais pas. Mais les parents le font, mec. Je veux dire, je ne peux pas te dire quoi faire, mais dans cette situation, ce n'était pas la bonne chose à faire pour elle. Non, et c'est assez intéressant, tu vois, ce sont des cas très différents auxquels je pense, mais c'est comme l'affaire Brian Landry, Gabi Petito, comme la relation qu'il avait avec sa mère, Brian Koberger, et sa mère, tu vois. Et puis tu vois ces autres affaires qu'on suit. Et c'est une situation dans laquelle aucun parent ne voudrait jamais se retrouver, ou envier, évidemment. Mais c'est juste, tu sais, que dire aux parents de Caroline, qui, tu sais, voulaient simplement que leur fille parte à l'université. Et elle ne rentrera jamais à la maison maintenant, à cause de ce que ce jeune homme aurait fait. On verra ce qui va se passer ensuite. L'enquête en est encore à ses débuts, mais elle avance rapidement. L'ancien détective du NYPD, David Sarny. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, prenez soin de vous. C'est tout pour cette édition de On the Case, présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre podcast sur Spotify. Nous sommes également disponibles en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.